Merci beaucoup de votre invitation. Donc, je suis Isabelle Coupé-Soubeyran. Je suis maîtresse de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère scientifique à l'Institut Veblen. Je m'intéresse depuis longtemps, longtemps, c'est une bonne trentaine d'années maintenant, aux questions bancaires, financières, monétaires. Et il y a maintenant quelques années, eh ben, il m'a paru comme une nécessité absolue d'établir une connexion forte entre ces sujets d'intérêt et la transition écologique. Et c'est la raison pour laquelle je suis à la fois maîtresse de conférences à Paris 1 et conseillère scientifique à l'Institut Veblen, parce que l'Institut Veblen travaille à des propositions de réformes économiques, monétaires, financières, permettant de faire progresser la transition écologique. Voilà, d'où ma collaboration avec eux. Alors, la question des besoins d'investissement dans la transition est de plus en plus dans le débat public, et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que c'est quelque chose qui fait l'objet d'estimations, et les estimations se multiplient. Alors, on a en tête maintenant des ordres de grandeur. Et en gros, eh bien, pour arriver en fait à tenir nos objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2030, ce qui est mis en évidence, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement pas suffisamment d'investissement climat, pas suffisamment d'investissement dans la transition, et qu'il en manque l'équivalent à peu près de 2, 3, 4 points de produit intérieur brut. Donc, les estimations peuvent varier d'un rapport à l'autre. Le rapport dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps, c'est le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, réalisé dans le cadre de France Stratégie. Euh, alors, dans ce rapport-là, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 2 points de produit intérieur brut, 2 à 3 points de produit intérieur brut qui manquent pour réaliser nos objectifs. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, chaque année, dans un pays comme la France, pendant à peu près 7 ans, il faudrait investir en plus que ce que l'on investit déjà dans la transition, il faudrait investir à peu près 66 milliards d'euros, d'accord, chaque année pendant 7 ans. 66 milliards d'euros, dans le rapport, ce qui nous est dit, c'est que ce sont 66 milliards qui se répartissent à peu près en parts égales entre des fonds privés et des fonds publics. D'accord? Donc, bon, ça, c'est un ordre de grandeur. L'ordre de grandeur peut être un peu plus grand hein, dans d'autres estimations qui sont également faites, si vous voulez, pas seulement à l'échelle nationale, bien sûr, mais à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale. Je veux pas vous assommer de chiffres. Euh, ce que je veux simplement signaler, c'est que on a bien ces ordres de grandeur, 2, 3, 4 points de PIB, voire un peu plus d'investissement manquant. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, dans tous les cas, ce sont des estimations à minima. Des estimations à minima, pourquoi? Parce que, en fait, toutes ces estimations, pour le moment, sont réalisées dans un périmètre, je dirais, assez restreint, sans nécessairement inclure tous les secteurs de l'économie. Donc, bah, typiquement, si vous voulez, dans le rapport Pisani-Mahfouz, par exemple, il n'y a pas le secteur agricole. D'accord. Dans d'autres estimations nationales, comme celles qui sont produites chaque année par l'Institut pour le climat, qui produit des travaux très intéressants sur ces questions, bah, il y a pas l'industrie, il y a pas l'agriculture. Donc, périmètre sectoriel étroit. Et puis surtout, en fait, dans la plupart de ces estimations, on se représente aussi la transition de manière étroite. C'est-à-dire qu'il est question systématiquement de la transition climatique, d'accord, et donc d'investissements à réaliser pour abaisser nos émissions de gaz à effet de serre et arriver à la neutralité carbone à l'horizon 2030. Mais en revanche, les aspects de perte de biodiversité, bah ça, c'est pas du tout pris en compte. Euh, les aspects de pollution, c'est pas non plus pris en compte. Les problèmes au niveau du cycle de l'eau, c'est pas du tout pris en compte. Donc, si vous voulez vraiment une vision à chaque fois assez étroite de la transition. Et
par ailleurs, même quand l'accent est mis sur la nécessité d'une transition juste, c'est-à-dire d'une transition équitable, où l'effort quant au coût de la transition soit équitablement réparti, même quand l'accent est mis là-dessus, et c'est le cas dans le rapport Pisani-Mahfouz, eh bien, en fait, les aides à mobiliser, on ne les voit pas clairement apparaître dans les estimations. D'accord? Donc, pourquoi je précise ça? Parce que, en fait, si vous voulez, ça signifie que ces besoins qui peuvent vous sembler importants quand on dit trouver 66 milliards d'euros supplémentaires chaque année pour investir dans la transition, ça peut sembler beaucoup. En réalité, c'est vraiment le minimum minimorum parce que si on élargit le spectre, si d'une part on élargit le périmètre sectoriel et si on regarde la transition d'une manière plus large, plus globale, plus systémique, eh bien, on a besoin de beaucoup plus. Et on a besoin de beaucoup plus en considérant aussi le fait que tous les investissements à réaliser, selon, si vous voulez, le périmètre que l'on considère, ne présentent pas du tout le même profil de rentabilité. C'est un point majeur. Quand on est en fait dans une représentation assez étroite de la transition climatique, alors, les investissements à réaliser, ce sont notamment des investissements à réaliser pour augmenter la part d'énergie renouvelable. D'accord? Ça, typiquement, ce sont des investissements qui sont devenus rentables. Alors, pour lesquels il a fallu mobiliser un petit peu de subventions publiques au départ, mais ce sont des investissements qui sont devenus rentables. En revanche, quand vous considérez justement euh, des pertes de biodiversité qu'il faudrait arriver à compenser, réparer, eh bien là, dans les investissements, si vous voulez, de réparation de la nature, dans la mise en place de puits de carbone, dans la reforestation, dans la dépollution des eaux, des océans, là, on est vraiment en fait sur des investissements, entre guillemets, ou des dépenses plus exactement, qui sont alors écologiquement indispensables, mais qui sur un plan financier ne présentent absolument aucune rentabilité. Et c'est important, en fait, de souligner cela parce que ça signifie que les solutions de financement ne sont bien sûr pas les mêmes. Selon que on a dans le viseur des investissements rentables ou que l'on a au contraire en perspective des investissements, des dépenses qui ne le sont pas. Ça veut dire que on a bien sûr besoin de fonds privés pour réaliser la transition et on a besoin d'amener les fonds privés au bon endroit, c'est-à-dire les amener vers des investissements verts et les détourner progressivement des investissements bruns, mais les fonds privés ne vont que là où c'est rentable. D'accord? Et si l'on veut pouvoir faire la transition de manière large, systémique, non tronquée, si l'on veut que ce soit une transition qui soit à la fois écologique et sociale, pour être juste, et que ce soit une transition complète qui n'intègre pas seulement les aspects climatiques et les aspects énergétiques, mais aussi des aspects véritablement écologiques en lien avec la biodiversité, eh bien, il va falloir mobiliser également beaucoup de fonds publics. Et vous voyez que dans la mobilisation des fonds publics nécessaires, il y a en fait deux directions qui ne sont pas antinomiques et qui ne doivent surtout pas l'être. Il y a d'abord des fonds publics à mobiliser pour rendre possible certains investissements privés. D'accord? Mais il y a aussi des fonds publics à mobiliser pour des dépenses. J'ose pas dire des investissements. Enfin, si, sur le plan écologique, ce sont des investissements, mais sur le plan financier, au fond, ça n'en est pas. Donc, il y a des fonds publics à mobiliser pour des dépenses sans retour financier. Et ces dépenses sans retour financier, il n'y a que les fonds publics qui peuvent les financer. Donc, voilà, on a besoin d'une combinaison de fonds. On a besoin de fonds privés, de fonds publics, et on a besoin que les fonds publics
puisse certes venir en partie aider à l'orientation des fonds privés, mais on a aussi besoin de fonds publics pour réaliser des investissements qui ne seront pas réalisables autrement, des dépenses qui ne seront pas finançables autrement. Concernant l'impact de la transition sur la croissance, je pense qu'il y a au fond, il y a plusieurs approches, hein, plusieurs visions qui ne sont pas nécessairement convergentes. Euh, si vous voulez, d'un côté, on peut penser que les investissements dans la transition euh, seront, euh, seront porteurs de croissance, vont amener des créations d'emplois. Et certains y voient la possibilité du développement d'une croissance décarbonée, d'une croissance verte. Euh, alors ça, c'est un scénario, je dirais, c'est un scénario à la fois optimiste et peut-être au fond naïf, j'ai presque envie de dire dangereux. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est pas, si vous voulez, à l'aune justement de gains de croissance, à l'aune de la rentabilité, qu'il faut décider des investissements à réaliser, des dépenses à consentir pour faire la transition. Je pense qu'au contraire, on gagnerait en fait à à avoir une vision assez panoramique de l'ensemble des investissements et des dépenses à réaliser, mettre en face de ces investissements et de ces dépenses, en effet, eh bien, le retour financier attendu, d'accord, et être capable de ne pas renoncer aux dépenses indispensables, non rentables, pour faire la transition. Et c'est là où, précisément, peut se dessiner un mix de financement nécessaire pour cette transition, avec la mobilisation de fonds privés pour pouvoir réaliser la part des investissements rentables dans la transition. Et je pense que les investissements dans les énergies renouvelables sont typiquement ce type enfin ces investissements rentables finançables par des fonds privés. Mais il nous faut aussi considérer eh bien, des solutions de financement sans doute un peu plus hybrides pour des investissements dont la rentabilité est plus incertaine ou à plus long terme, comme par exemple, si vous voulez, tout ce qui a trait aux rénovations thermiques. D'accord? Donc, aux rénovations thermiques de bâtiments privés et publics, aux rénovations thermiques de logements des particuliers. Eh bien, pour ces dépenses-là, le retour financier, il est à long terme. Et il est même potentiellement incertain. Et ça veut dire que pour ces dépenses-là, eh bien, on a besoin de financement de long terme et de financement qui ne soit pas trop exigeant en termes de coûts, en termes d'intérêt. Et on a même besoin pour ce type de dépenses, en ce qui concerne les particuliers notamment, eh bien, on a besoin d'aides publiques assez conséquentes. C'est-à-dire qu'un ménage modeste ne pourra changer sa chaudière, ne pourra remplacer une chaudière à fioul par un autre dispositif euh, moins, moins émetteur, plus économe que si on l'aide à le faire. D'accord? Donc, vous voyez que là, ça pose déjà finalement une question de combinaison de fonds publics et de fonds privés. Et puis, on a évidemment aussi toute une masse de dépenses. Alors, notamment les dépenses, je dirais, d'aide sociale, je pense notamment à la transition agricole. La transition agricole, elle sera rigoureusement impossible sans installer des revenus de remplacement pour une partie des agriculteurs, pour acheter également certaines terres sur lesquelles redévelopper d'autres modèles agricoles. Et pour ça, eh bien, on a besoin de fonds publics. Pour la réparation de la nature, on a besoin de fonds publics. Et vous voyez
pour ce type de dépenses-là, eh bien, ce n'est pas en termes de gains de croissance qu'il nous faut raisonner. Ces dépenses-là n'apporteront pas de gains de croissance et je crois que ça ne, j'ai presque envie de dire que ça ne peut plus être finalement notre boussole. La boussole, ça devrait être le respect des limites planétaires, le respect aussi de la dignité humaine, parce que la transition qu'il s'agit d'opérer doit être à la fois écologique et sociale. Ça doit être une transition juste. Et donc, ce sont ces deux objectifs-là, en fait, qui devraient guider notre marche vers le monde d'après, plutôt qu'un objectif de maintien de la croissance ou un objectif de rentabilité. Il me semble donc qu'on a finalement on a besoin de changer de boussole, hein. C'est-à-dire on a besoin d'une autre boussole que la croissance. Le problème, c'est que euh, tout notre système monétaire et financier, tel qu'il fonctionne depuis, on va dire, allez, 200 ans à peu près, est finalement fondé, hein, sur cet objectif de croissance. Et il en va de même, en fait, pour les finances publiques. C'est-à-dire que les finances publiques ont fondamentalement besoin de la croissance. Elles ont besoin de croissance pour pouvoir lever l'impôt. Elles ont besoin de croissance également pour rembourser la dette. Et d'autant plus quand l'essentiel du financement repose sur une dette de marché, c'est-à-dire sur une dette contractée sur les marchés financiers. Tout cela ne fonctionne finalement que si la croissance est suffisante pour pouvoir permettre le remboursement de la dette. Et donc là, on voit bien on est dans une forme d'impasse, hein. C'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que si, au fond, on doit remplacer les objectifs de croissance par des objectifs de respect des limites planétaires, eh bien, ça veut dire qu'il nous faut aussi, vraisemblablement, repenser les modes les modes de financement public. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus, si vous voulez, enfin, faut sans doute pas être euh, trop rêveur en la matière et il faut être suffisamment pragmatique. C'est-à-dire qu'on va bien sûr avoir besoin, pour mobiliser des fonds publics dans la transition, à la fois de trouver des solutions fiscales, de faire en sorte que les États puissent continuer à s'endetter sur les marchés, mais je crois qu'il faut malgré tout avoir conscience que ces modes de financement-là sont des modes de financement public de la société d'hier, de la société de la croissance, et que si l'on veut véritablement basculer vers des modes de fonctionnement économique compatibles avec le respect des limites planétaires, eh bien, il nous faut sans doute compléter ces modes de financement d'hier par des modes de financement plus adaptés au modèle de demain. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer d'innover dans les finances, dans les finances publiques ou en tout cas dans le financement de ces dépenses indispensables mais non rentables pour lesquelles on sait que on a besoin de fonds publics. Donc, c'est sur ces masses-là de dépenses qu'il faut essayer de se concentrer, enfin, en tout cas, sur lesquelles il faut essayer de concentrer un peu la réflexion. Comment est-ce qu'on peut mobiliser plus de fonds publics? Alors, il y a quelques propositions, si vous voulez, dans le débat public. Il a, bon, par exemple, été question de faire face à la crise écologique ce que les autorités monétaires ont été capables de faire face à la crise financière, à la crise sanitaire. Par exemple, les banques centrales ont acheté massivement des titres de dette publique. Ça n'a pas directement financé les États, mais ça a facilité leur financement puisque ça a permis à ce moment-là d'abaisser
leur coût de financement. Alors, je passe sur le fait qu'ils n'en ont pas franchement profité pour investir malheureusement dans la transition écologique, mais bon, on pourrait imaginer par exemple que ce type de solution soit transposé à des emprunts publics effectués exprès pour financer euh, la transition écologique, des grands programmes, par exemple, de rénovation de bâtiments publics, de rénovation thermique de bâtiments publics. Bon, ça, c'est une solution, je dirais, un peu à mi-chemin. Est-ce que ce serait complètement satisfaisant que voilà, d'avoir ce type de solution, c'est-à-dire une solution dans laquelle les États empruntent, les banques centrales empruntent exprès pour la transition, les banques centrales rachètent les titres émis par les États. Est-ce que ce serait complètement satisfaisant? Ce serait bon, peut-être une facilité supplémentaire, si vous voulez, ce qui est nécessaire, mais complètement satisfaisant, je dirais que non. Pourquoi? Parce que c'est le type de solution qui, en fait, euh, enrichit surtout les investisseurs privés. Au fond, quand les banques centrales rachètent des titres de dette publique, eh bien, c'est à des investisseurs privés qu'elles les rachètent. Et donc, c'est une solution qui, d'un côté, certes, permet de libérer un peu de financement public, parce que ça facilite le financement des États, mais ça ne les finance pas directement. Et je dirais que ça approfondit le capitalisme financier. Alors, si on pense que l'approfondissement du capitalisme financier est compatible avec des modèles économiques respectueux des limites planétaires, alors ça ne pose pas de problème. Si on pense le contraire, et personnellement, moi je pense le contraire, eh bien, c'est pas la meilleure des solutions. Autre solution dans le débat public qu'on voit réémerger un petit peu, eh bien, une solution dans laquelle, en fait, les États pourraient se financer directement auprès de la Banque centrale, comme ça a été le cas jusque dans les années 70 à peu près, avant avant une période de libéralisation financière intense dans laquelle eh bien, le principal mode de financement qui a changé, c'est celui des États. Les États, à partir de ce moment-là, n'ont plus la possibilité de se financer directement auprès de la Banque centrale et sont allés se financer sur les marchés. Est-ce qu'on gagnerait donc à revenir à ce type de solution de financement, à les mettre au goût du jour? Alors, certains y voient toujours un risque inflationniste important que de permettre aux États de se financer directement auprès de la Banque centrale. Alors, au fond, je dirais qu'un risque inflationniste de nature monétaire, c'est un risque inflationniste qui est toujours gérable par les banques centrales. Ce que les banques centrales ont plus de mal à gérer, c'est quand le problème inflationniste ne vient pas d'un excès de monnaie en circulation, mais vient de facteurs plus structurels, plus profonds, comme l'inflation actuelle. Pour autant, est-ce que cette solution-là serait la meilleure des solutions? Au fond, vu l'état de nos démocraties, vu la fragilité croissante de nos démocraties, moi j'en suis de moins en moins sûre. Il y a encore quelques années, quand je travaillais euh, sur ces solutions de financement, je voyais dans ce type de solution, c'est-à-dire un financement direct des États par la Banque centrale, je voyais ça comme une solution plutôt bonne. Aujourd'hui, je me dis que, au fond, réarmer, si vous voulez, complètement les États sur le plan monétaire, eh bien, selon les intentions des États en question, c'est potentiellement dangereux. Et donc, les solutions qui me semblent plus intéressantes aujourd'hui, ce sont des solutions qui, en fait, permettent de nous protéger contre un risque d'accaparement du pouvoir monétaire, aussi bien, je dirais, de risque d'accaparement venant de la puissance publique que venant d'intérêts privés. Et il me semble qu'il faut essayer de remettre de la démocratie
dans le système monétaire. Et une solution qui me semblerait intéressante pour pouvoir se donner les moyens de financer du non rentable indispensable sur le plan écologique et social, eh bien, ce serait une solution dans laquelle on mobiliserait la Banque centrale pour que la Banque centrale émette de la monnaie centrale, des euros donc, hein, pour ce qui nous intéresse, sans contrepartie financière, c'est-à-dire qu'elle les émette sans qu'il y ait un prêt en contrepartie ou sans qu'il y ait un achat de titres en contrepartie, que cette monnaie soit émise pour la mettre à la disposition d'une société financière publique. Alors, une société financière publique, on pourrait, par exemple, appeler ça une caisse de développement durable, d'accord? Une société financière publique qui ne serait pas une banque, ce ne serait pas une banque publique d'investissement, ce serait en fait une société financière dont la mission serait d'allouer ces sommes sous forme de subventions. Et d'allouer ces sommes sous forme de subventions, en fait, à toutes sortes d'agents privés et publics présentant à cette caisse de développement durable qui pourrait fonctionner en réseau et qui pourrait être installée en fait aussi sur nos territoires, d'accord? Donc, qui pourrait être installée à une échelle européenne, nationale, territoriale, locale. Euh, et les agents présenteraient des projets de dépenses nécessaires à la transition, mais dont on pourrait, si vous voulez, dont il serait fait la preuve que ça ne peut pas être financé autrement, d'accord? C'est-à-dire pas finançable par des fonds privés, par un prêt bancaire. Et à partir du moment où le projet serait donc validé, éligible, la caisse de développement durable, disposant donc de la monnaie émise spécialement à cette fin par la Banque centrale, pourrait allouer des subventions. Alors, bien sûr, si vous voulez, tout ça amène des questions sur le plan de la gouvernance. Il faudrait que ce soit une gouvernance suffisamment ouverte, suffisamment collégiale. Euh, Ça amène aussi des questions sur le risque inflationniste que cela peut avoir, parce que si on émet comme ça de la monnaie sans contrepartie, eh bien c'est une monnaie qui ne disparaît pas spontanément, d'accord? Donc c'est une monnaie c'est une monnaie qui devient en fait, qui devient permanente, qui va circuler dans l'économie et qui devient permanente. Est-ce qu'à un moment donné, on va pas avoir un stock trop important par rapport aux besoins de l'économie, par rapport aux capacités de l'économie? Tout ça, évidemment, ça appelle à mettre en place un dispositif de régulation pour pouvoir réduire ce stock de monnaie lorsque cela est nécessaire. Mais tout ça, c'est aisément concevable. Voilà, donc je pense que il nous faut, il nous faut débattre de la façon la plus démocratique possible de ces solutions de financement public innovantes dont on a impérativement besoin si l'on veut pouvoir réaliser euh, une transition, une transition écologique qui soit aussi une transition juste et qui soit une transition non tronquée, c'est-à-dire qui ne se réduise pas euh, aux investissements rentables dans la transition climatique ou énergétique. Donc, pour réaliser tous ces investissements, toutes ces dépenses dont on a besoin pour la transition écologique, on a besoin à la fois de fonds privés et de fonds publics. Alors, on a beaucoup parlé là jusqu'à présent des fonds publics et euh, des solutions innovantes dont on va avoir besoin pour mobiliser les fonds publics en sortant finalement des solutions traditionnelles qui sont celles d'une société de la croissance. C'est-à-dire que, bon, voilà, pour mobiliser l'impôt et la dette, on a besoin de croissance. Si on veut basculer un peu plutôt dans un modèle post-croissance où il peut y avoir de la croissance, mais où c'est pas où c'est plus l'objectif, on a besoin d'autres solutions. Mais bien sûr, on a
On a absolument besoin de fonds privés aussi pour réaliser cette transition. C'est-à-dire que si je reprends un peu le schéma là, de ces différentes masses d'investissements que je donnais au départ, on a des investissements rentables qui doivent être financés par des fonds privés, des investissements dont la rentabilité est plus incertaine, qui nécessitent des mix de financement public-privé, et puis des fonds publics à mobiliser pour les investissements indispensables non rentables. Alors, sur la première partie, justement, sur les investissements rentables, pour cela, on a besoin de fonds privés. Ce que l'on constate, c'est que les investissements climat progressent, d'accord, mais les investissements climat progressent, les investissements notamment dans les énergies renouvelables progressent. J'ai un chiffre là sous les yeux pour 2023. Au niveau mondial, on est à 1740 milliards de dollars d'investissement dans les énergies renouvelables. Donc, ça progresse continuellement. Le problème, c'est que, au fond, ça vient toujours s'ajouter à des investissements qui restent massifs dans les sources fossiles. Alors, ça commence à, à se réduire un petit peu, mais vous voyez, bon, voilà, parallèlement à ces 1740 milliards d'investissements dans les énergies renouvelables, eh bien, on a 1050 milliards d'investissements dans les sources fossiles. Et au fond, c'est un peu, si vous voulez, cette superposition de vert et de brun qui font que on a besoin de mobiliser beaucoup de fonds. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, je dirais, sous-estimer la vitesse de la réorientation des investissements. C'est-à-dire qu'on a des investissements verts qui progressent, mais avec des investissements bruns qui se maintiennent, et donc des fonds privés eh bien, qui vont à la fois dans le brun et dans le vert. Et donc, il y a une vraie question, en fait, d'orientation, de bonne orientation des fonds privés. Ils vont là où c'est rentable. Et ça, c'est bien normal. Hein, c'est le principe d'un investissement d'un investissement de fonds privés. Ces fonds privés s'investissent avec l'objectif d'un retour sur investissement. Tant qu'il y a des investissements bruns réalisables, eh bien, ces fonds privés continuent d'aller vers le brun. Euh, il y a bien sûr aussi, il y a de la bonne volonté, il y a de la prise en considération de plus en plus, et y compris dans la gouvernance des entreprises et notamment dans la gouvernance des banques, eh bien, d'objectifs de responsabilité sociale et environnementale. Et donc ça participe progressivement à la réorientation des investissements privés vers le vert. Mais finalement, tant que les investissements bruns restent possibles, il y a toujours ce défaut, ce problème d'orientation. Et pour corriger en fait ce problème d'orientation, on a besoin, alors bien sûr, un peu là aussi de mobilisation de fonds publics, notamment pour viabiliser certains investissements privés. Mais je crois qu'on a aussi besoin, en fait, de politiques publiques volontaristes à ce niveau pour justement avoir cette bonne orientation. Il est important que les acteurs privés et que les banques en particulier aient conscience du fait que, en dépit de leur bonne volonté, en dépit des engagements qui sont pris, en dépit des progrès de la RSE dans la gouvernance de l'ensemble des entreprises, y compris les banques, on est très très loin d'un alignement des flux financiers sur une trajectoire compatible, ne serait-ce qu'avec les objectifs climatique, je parle même pas d'objectifs écologiques au sens large. Donc, on est très, très loin de ça. Et ça veut dire que je pense que les acteurs privés, et tout particulièrement ceux qui sont au cœur du financement, hein, donc les banques, ont besoin d'accepter l'idée que les politiques publiques doivent dessiner cette trajectoire d'orientation. Et au fond, je pense que si les banques acceptaient
et soutenait même un verdissement fort de la politique monétaire et un verdissement fort de la réglementation bancaire, eh bien, ça dessinerait les mêmes règles du jeu pour tout le monde. Parce qu'au fond, là, eh bien, les banques qui jouent le plus le jeu de la transition, eh bien, parfois en pâtissent sur les marchés financiers. Alors que si vraiment les politiques publiques donnaient le là et loger tout le monde à la même enseigne, eh bien, ça permettrait d'avancer davantage. Alors, je prends quelques exemples. Au niveau de la politique monétaire, euh, les banques centrales, aujourd'hui, ont conscience du rôle qu'elles ont à jouer pour faire avancer la transition écologique. Et en la matière, le discours a énormément changé. C'est-à-dire il y a encore on va dire une dizaine d'années, même un petit peu moins, les banques centrales renvoyaient le sujet aux États. C'est-à-dire qu'elles estimaient que ce n'était pas leur travail, de contribuer à la transition écologique. Depuis 2015, depuis la COP 21, depuis également un discours d'un des banquiers centraux de l'époque, Marc Carney, eh bien, il y a une prise de conscience qui s'est faite. Et donc, les discours ont évolué. Alors, après, il y a le passage du discours aux actes. Bon, ça demande un effort supplémentaire. Si on prend le cas de la Banque centrale européenne a commencé à verdir un petit peu sa politique monétaire. Le problème, c'est que ça ne verdit qu'un peu, avec une approche euh, qui est un peu tronquée, parce que ce qu'ont en tête en fait les banques centrales, et en particulier la BCE, dans le verdissement de la politique monétaire, c'est le problème que pose le climat aux banques, et pas tant le problème que peuvent poser les financements bancaires dans leur orientation actuelle au climat. D'accord? Et bah, ça fait que la politique monétaire verdit d'une certaine manière en, alors, notamment, si vous voulez, en produisant de plus en plus d'indicateurs permettant de prendre la mesure de l'empreinte carbone des banques, beaucoup d'instruments aussi dits de stress test qui permettent de mesurer la capacité de résistance des banques à un stress macroéconomique qui comprend des aspects, désormais des aspects climatiques. Mais au fond, il n'y a que ces éléments d'évaluation, de diagnostic, d'estimation de l'ampleur du problème qui verdissent. D'accord? Or, au fond, il me semble que, si vous voulez, le diagnostic, il n'est plus à faire. On sait maintenant qu'il faut agir. Et ce que gagneraient, par exemple, à faire les banques centrales, eh bien, c'est à verdir les conditions de refinancement qu'elles font aux banques. C'est-à-dire que quand elles prêtent de la monnaie centrale aux banques, eh bien, ce qui serait une très bonne chose, c'est que les conditions de refinancement dépendent de l'effort des banques dans le financement de la transition. Il y a des opérations de refinancement des banques qui ont eu lieu pendant la crise sanitaire. On a appelé ça les TLTRO, des refinancements de long terme, mais ciblés, et qui faisaient dépendre en fait la condition de refinancement du maintien du crédit non immobilier au bilan des banques. Alors, on peut tout à fait transposer ça au niveau climatique et dire que le taux d'intérêt que payent les banques à la Banque centrale quand elles se refinancent auprès d'elles, eh bien, pourrait dépendre des financements qu'elles accordent à la transition et être un peu plus bas eh bien, pour celles qui augmentent la part de crédit vert à leur bilan. Cette proposition-là, elle émerge vraiment dans le débat. Elle est présentée de différentes manières. C'est une proposition qui est de plus en plus, je pense, de plus en plus audible et que la Banque centrale européenne serait bien inspirée d'entendre. Je ne veux pas être trop longue, mais au niveau de la régulation financière, bah, il y a aussi un verdissement à opérer. Et pour le moment, eh bien, le verdissement qui commence tout juste à s'opérer, c'est un verdissement qui consiste à demander aux banques
de fournir énormément d'informations sur au fond, le bilan carbone de leur activité, hein, sur leur empreinte carbone. Donc, beaucoup de communication d'informations extra-financières. J'imagine d'ailleurs que c'est extrêmement consommateur de ressources humaines et de temps au sein des établissements bancaires. Et c'est beaucoup de temps, beaucoup de gens mobilisés pour faire ça, sans finalement que ça change beaucoup la donne. D'accord? Parce que ce qui changerait véritablement la donne, eh bien, c'est plutôt un plan de décarbonation progressive des bilans bancaires, où par exemple, eh bien, on se fixerait un calendrier pour fixer un horizon auquel eh bien, les financements dans le charbon, dans les fossiles deviendraient interdits. D'accord. Et où également, eh bien, on fixerait des objectifs aux banques de progression des financements verts à leur bilan, où on pourrait également eh bien, mettre en place un dispositif de gestion, de reprise d'un certain nombre d'actifs au bilan des banques qui vont s'échouer à leur bilan, qui, si l'on avance dans la transition, eh bien, vont perdre de la valeur. Et je crois que ça, d'ailleurs, si vous voulez, c'est un des gros poids d'inertie au bilan des banques et gros poids d'inertie aussi dans les décisions en fait des autorités monétaires et financières, parce que au fond, les autorités savent pertinemment que si on n'avance pas suffisamment dans la transition, il y a bien sûr des risques physiques, des risques de dommages, de destruction qui vont se multiplier et qui vont euh, euh, se traduire par des pertes au bilan des établissements bancaires et financiers. Mais elles savent aussi que si on avance plus vite dans la transition, alors, eh bien, tous ces actifs carbonés qui constituent la majeure partie des bilans des établissements bancaires et financiers, vont perdre instantanément de la valeur, d'accord? Et vont donc considérablement fragiliser le secteur. Et donc, il y a cet arbitrage-là qui est assez intenable, d'accord? Entre, d'un côté, eh bien, contribuer à la transition pour réduire le risque physique qui pèse sur les bilans bancaires, mais d'un autre côté, pas avancer trop vite pour éviter de trop exposer les banques à ce que le secteur financier appelle ce risque de transition. Voilà, donc je pense que il faut absolument qu'on arrive à sortir en fait de cet arbitrage intenable, et que la régulation financière, eh bien, verdisse vraiment avec des plans de transition obligatoires, contraignants, et puis des plans de décarbonation des bilans soutenus par la puissance publique, avec un dispositif de gestion des actifs échoués. Donc il y a tout ça en fait à faire pour arriver à bien orienter les fonds privés. De la bonne volonté, il y en a, je n'en doute pas, dans le secteur bancaire et financier, mais ça ne pourra évidemment pas reposer entièrement sur la bonne volonté de quelques-uns. Alors, à quelle échelle faut-il agir? Je pense qu'en fait, il faut agir à toutes les échelles, hein, à toutes les échelles possibles, et ne pas opposer ces échelles. Tout ce qui peut être fait à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Tout ça, c'est bon à prendre. Et surtout ne pas se retrancher derrière l'idée que ça ne sert à rien d'agir à l'échelle où l'on est si d'autres ne le font pas aussi. Parce que à raisonner comme ça, eh bien, strictement, personne ne fait rien. Or, précisément, il faut que les actions s'additionnent. D'accord? Donc, il faut agir à toutes les échelles. Donc, bien sûr, agir à l'échelle européenne pour les politiques publiques dont on parlait, pour le verdissement de la politique monétaire, pour le verdissement de la régulation financière, pour la mobilisation des États, pour des politiques d'investissement public. Évidemment que ça doit se concevoir avant tout à l'échelle européenne, mais je pense que il ne faut négliger aucune échelle, et donc agir également
aux échelles nationales et même plus petit aux échelles locales, parce que c'est aussi finalement du mieux vivre qui est en question derrière ces actions d'adaptation et d'investissement dans la transition. Alors, est-ce que si on agit à une échelle européenne et qu'on ne voit pas finalement la même action se déployer aux États-Unis ou en Chine, par exemple, est-ce que ça doit nous amener, est-ce que ça doit nous amener à renoncer? Je pense que quoi qu'il arrive, la réponse est non. L'Europe, au contraire, eh bien, gagnerait en force à montrer le chemin de la transition. Pour le moment, d'ailleurs, et assez paradoxalement, au fond, elle est en train de se laisser un peu dépasser par les États-Unis, au niveau notamment des investissements d'infrastructures qui sont permis dans le cadre de l'Inflation Reduction Act américain, qui permet donc vraiment un très gros effort d'investissement public dans les infrastructures. Nous, en Europe, on ne se donne pas on ne se donne pas ces moyens-là. Donc, bon, je précise ça simplement pour dire que je pense qu'il ne faut pas, si vous voulez, voilà, euh, il faut pas conditionner l'action européenne à l'action des autres et pas imaginer parce que les autres agissent moins, eh bien, qu'il ne sert à rien d'agir. Et en l'occurrence, en ce moment, je pense que les Américains qu'on a longtemps finalement qu'on a longtemps taxés d'inaction climatique, bah, sont en train, pour certains aspects, d'avancer peut-être un peu plus vite qu'on ne le fait en Europe. Alors, cela étant, toujours pour eux, sans doute avec euh, en ligne de mire un modèle de croissance verte assez technophile. Est-ce que c'est le modèle auquel on veut croire en Europe? Euh, Peut-être à la Commission ou ailleurs, mais je pense qu'il y a d'autres, voilà, il y a plein d'autres visions de la transition possibles.